Sud Radio, la France dans tous ses états. Le référendum est une consultation électorale qui permet de répondre par oui ou par non à une question. Si c'est pas un oui clair, net, précis et sans ambiguïté, c'est que ça veut dire non. Je répondrai par l'affirmative. Putain, me dis pas que t'es en train de faire un ni oui ni non. On doit pouvoir avoir un aller-retour entre le pouvoir politique et les Français. Oui ou non. La réponse n'est pas négative. Vas-y, c'est relou. Le référendum divise. Il divise profondément. Il en est fort probable. Le référendum doit être une question très simple. La question est simple. Qui faut-il culbuter ici pour avoir une tasse de thé et des biscuits au chocolat? Comment? Oh putain, mais je m'égare là. Oui, c'est mieux. Ah, ça y est, il l'a dit. Le policier qui a abattu l'OQTF qui s'était introduit chez sa grand-mère restera en prison malgré plusieurs demandes de liberté conditionnelle. Cela lui a été refusé. Nous allons décrypter cette situation avec Maître Liénard, l'avocat du policier. Les policiers aujourd'hui effectivement sont soumis à des règles strictes et s'il y a eu bavure, eh bien la justice se montre implacable jusqu'à que le jugement soit intervenu. On verra comment le ministre de l'Intérieur, qui ne souhaite pas revenir sur les accords franco-algériens, pour l'instant, il est plutôt porté à la conciliation, au dialogue. Il est pour l'apaisement avec l'Algérie, dont il estime que pour l'instant, il n'est pas question d'envenimer, d'aggraver la relation entre la France et l'Algérie. Eh bien, Laurent Nunez a été un petit peu contrarié tout à l'heure, puisque une résolution du Rassemblement national dans le cadre de sa niche a fait voter le fait de dénoncer ces accords franco-algériens a été adopté par l'Assemblée nationale par 185 voix contre 184. Il s'agit de savoir si, comme s'y était engagé Madame Borne en décembre 2023, on va revoir ou pas ces accords qui semblent aujourd'hui loin des réalités, en tout cas loin de ce que dont la France a besoin. On va se pencher avec Maud sur la nouvelle façon dont le Parlement définit le consentement sexuel. C'est soumis donc à une nouvelle loi avec une précision sémantique sur où commence et où finit le consentement. Nous parlerons c'est passé hier, on a appris que les découverts bancaires qui permettent à beaucoup de gens de finir la fin du mois de façon un petit peu plus facilement va être remis en cause, il va être réglementé. Alors on va savoir si c'est destiné uniquement à ceux qui ont des comptes bancaires garnis, auquel cas c'est pas un problème, et à ceux qui au contraire ont des fins de mois difficiles. Est-ce qu'il y a de nouvelles restrictions? Est-ce que la nouvelle règlement européenne est vraiment aujourd'hui un handicap pour les gens qui ont des revenus moyens? Le découvert bancaire, c'est ce qui permettait, je vous dis, à partir d'avoir la fin du mois à partir du 20 un petit peu plus facile. On ne lâchera rien avec Laurent Tostin, cofondateur de la start-up Terracaille. Ce sont des représentants des entreprises françaises qui ne lâchent rien pour continuer à agir, et toujours dans la logique des entreprises françaises et des artisans qui se battent pour préserver leurs acquis. On sera avec Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, pour entendre la plainte de ces boulangers qui ouvrent le dimanche, qui veulent travailler, qui veulent donner du pain et des gâteaux, vendre du pain et des gâteaux à ceux qui en veulent le dimanche, et qui ont subi des contraintes administratives parce que c'est interdit d'ouvrir le dimanche pour certaines professions, certaines catégories, et il y en a qui font un peu de résistance. On verra avec Dominique Enrac si ce juste combat est mené avec courage, ou si ils vont lâcher prise. Et puis la deuxième heure, de 13 à 14 heures, nous recevrons le grand, l'illustre, le très respecté Alexandre Jardin, qui a initié le mouvement des gueux, cette jacquerie populaire. Est-ce que l'expression du peuple, est-ce que la souveraineté populaire aujourd'hui est une réalité, ou est-ce qu'il faut laisser aux sachants le droit, le monopole de décider pour nous de ce qui est bon, de ce qui est mauvais pour le pays? Est-ce que la France d'en bas a le droit à la parole, et est-ce qu'on peut décider de notre quotidien sans avoir forcément à passer par la décision des experts, des énarques et des parlementaires? On décryptera tout ça avec ferveur, je suis sûr, bonne humeur et joie, avec Alexandre Jardin, qui est un ami de la maison, comme vous le savez. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tel que l'accord est en train d'être négocié avec le Mercosur, la France s'y oppose. Parce que c'est un accord qui date d'il y a plusieurs années et qui n'impose pas aux agriculteurs comme aux industriels du Mercosur des règles qui sont homogènes avec les nôtres. On se croyait protégé par les engagements publics
d'Emmanuel Macron, président de la République, qui a pris conscience effectivement que ce traité du Mercosur posait d'énormes problèmes, notamment à nos agriculteurs. Le Mercosur, c'est la possibilité pour les pays d'Amérique du Sud d'exporter vers l'Europe sans droit de douane, sans contrainte, des produits qui peuvent, à un moment donné, constituer une concurrence déloyale, pas libre, faussée envers notre production agricole et d'autres productions. Donc le gouvernement français s'était engagé à s'opposer à cette adoption, mais Madame van der Leyen, qui se comporte comme la vraie chef de l'Europe, a décidé que, non, on allait signer le Mercosur. Pourquoi? Mais parce que ça sert les intérêts de l'économie allemande. Finalement, Madame van der Leyen est une, comme disait le ministre belge, il ne savait pas qu'elle était restée une formidable représentante du gouvernement allemand. Madame van der Leyen défend les intérêts de l'Allemagne, et comme le Mercosur est bon pour l'Allemagne, elle va tout faire en sorte pour qu'on le signe. Et il s'avère, les choses se présentent de telle façon que ce traité sera probablement signé. Donc, le président de la République, il s'était engagé aujourd'hui, effectivement, il dit avoir reçu des garanties que les secteurs économiques qui seraient touchés par le Mercosur auront des compensations, il y aura des arrangements de façon à ce qu'on puisse corriger certains travers. Donc, on a des compensateurs qui vont faire des compensations pour compenser ceux qui ont été déduits. Alors, écoutez, on sait toujours comment ça se passe quand il y a des traités internationaux, on fait des promesses, on dit ça va s'arranger, vous verrez, c'est pas si terrible. Au final, c'est une catastrophe. Donc, on va juste demander aux compensateurs qu'ils arrêtent de compenser et peut-être de penser comme des cons. Mais ça, c'est un débat qui reviendra très prochainement, certainement à l'Assemblée nationale. Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Il est 6h à peine du matin à Bobigny le 29 juin 2024 lorsque la grand-mère d'Éric le tire de son sommeil après avoir entendu du bruit dans le garage dont la porte avait été forcée la veille. Éric a 26 ans, il est fonctionnaire de police, il prend son arme de service et se met en route vers la maison de sa grand-mère. Une fois sur place, il enfile son brassard de police et se dirige vers le garage avoisinant le pavillon. Et là, il tombe sur un homme apparemment endormi. Cet homme, c'est Ammar Slimani, un sans-papier algérien de 32 ans, déjà connu des services de police. Au début, selon le témoignage d'Éric, Ammar coopère, le policier appelle le 17 pour demander du renfort. C'est à cet instant que tout bascule. Un rapport de force s'installe, Éric dégaine son bâton télescopique, Ammar se saisit d'un pistolet à enduit et le poursuit jusqu'à acculer le fonctionnaire de police à l'extérieur du garage. Éric décide alors de dégainer son arme, il tire 7 coups, 5 atteignent Ammar mortellement. Éric est alors placé en garde à vue depuis, en détention provisoire. C'était il y a 15 mois et depuis, toutes ses demandes de remise en liberté ont été rejetées. Nous sommes aujourd'hui avec son avocat, maître Laurent-Franck Liénard. Bonjour. Bonjour maître. Bonjour maître. Donc il s'agit de Éric G, ce policier qui est intervenu en pleine nuit à l'appel de sa grand-mère. Ça s'est fini en tragédie puisque l'OQTF a été abattu. Je suppose que la version du policier est contestée par certaines associations. Et que même l'enquête jette un trouble ou pas du tout? Les faits sont aujourd'hui clairement établis. Non, les faits sont totalement établis. Personne ne conteste la réalité de ce qui s'est passé. On voit bien que le migrant a attaqué mon client, puisqu'il est retrouvé avec l'arme à ses côtés, à proximité. On voit aussi qu'il l'a poursuivi, puisqu'ils ont fait un cheminement dans le jardin jusqu'au portail. Et c'est devant le portail que s'est passé la fusillade. Portail qui était fermé à clé et que mon client ne pouvait pas escalader dans l'urgence. Donc les faits ils sont parfaitement établis. Ce qui est contesté, c'est la légitimité de ce tir, sa proportionnalité par rapport à l'agression dont faisait l'objet mon client. Mais ça, on peut en débattre sans difficulté. Je lisais sur le net que certaines associations, certains médias disent non, l'OQTF a été abattu quasiment dans son sommeil dans le garage. Ça, s'il est avéré que ce n'est pas vrai, cette version. Ah oui, alors ça c'est pas vrai du tout, évidemment. J'ai entendu aussi qu'un certain avocat disait que l'OQTF était chargé de faire des travaux chez la grand-mère, ce qui est complètement hallucinant, ça n'a jamais existé. Voilà, mais tout ça est sans intérêt. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de savoir que depuis bientôt 16 mois, il y a un jeune homme qui est entre 4 murs, qui est emprisonné, alors que la détention provisoire qui est prévue par les textes n'est pas du tout prévue dans un cas pareil.
Et ce policier, il n'a absolument rien à faire en prison. Oui. Il reste malgré nos efforts, et c'est un scandale. C'est vraiment... Il semble qu'une fausse nouvelle annoncée tout à l'heure qu'il s'était suicidé dans sa cellule, c'est un fake. Hein. Il est un fake. Bon, cela dit, il est éprouvé, il est atteint. Comment vit-il ce maintien en détention provisoire ? C'est un cauchemar quotidien, mais seconde par seconde. Eric, il a perdu toute énergie vitale. Moi, je l'ai rencontré le jour des faits, puisque j'étais avec lui en garde à vue. C'était un jeune homme sportif, un jeune homme qui avait la vie devant lui. Et aujourd'hui, on l'a retrouvé pendant la reconstitution. Et tout le monde a été choqué par cette personnalité qui avait basculé, son énergie vitale a disparu. Eric, c'est l'ombre de lui-même aujourd'hui. Ils l'ont broyé. Pour revenir sur l'affaire proprement dit, c'est un jeune policier. Il ne s'agit pas de prendre position, de prendre posture. Est-ce qu'il a pu paniquer à un moment donné, puisque je crois qu'il y a 6 impacts, 6 tirs. Il est acculé dans le portail du jardin de sa grand-mère. Est-ce qu'il a pu paniquer? On ne connaît pas les circonstances exactes. Est-ce qu'il a pu manquer de maîtrise de lui-même, ou l'agression de la part de l'OQTF avec le pistolet enduit? Est-ce qu'un pistolet enduit, ça se voit tout de suite, ça ne se voit pas? Est-ce qu'il était censé repérer immédiatement que cette arme n'était pas dangereuse? Quel est le contexte exact, maître? Alors, s'agissant de la létalité de l'arme, son caractère dangereux, il est acquis. C'est-à-dire qu'avec cette arme, qui est un pistolet mastic en métal, c'est un vieux truc, un vieil outil métallique, avec ce pistolet mastic en métal, on pouvait tuer. Et mon client n'a jamais contesté qu'il avait eu peur. Il a eu la peur de sa vie, il s'est vu mort, parce qu'il a eu un type qui l'a poursuivi, alors qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il le poursuive. Il avait son brassard police, il avait appelé la police, il était en train d'attendre l'équipage. Interpellé avec sa matraque. Il l'avait interpellé avec sa matraque. Appel le 17. Donc là, la procédure jusque-là, elle est suivie de façon régulière. Et l'individu se lève et devient agressif. Oui, il se fait charger par ce gars. Et au lieu d'engager le combat, mon client, il décide de prendre la fuite. Il part en courant et il se fait poursuivre. Et au moment où il va sortir son arme, le type est avec son outil métallique, bras levé, et il va le frapper à la tête. Et à ce moment-là, il décide de tirer. Il tire 6 fois. 6 ou 7, c'est dans le débat. Mais en tout cas, il tire plusieurs fois. Il tire plusieurs fois parce qu'à ce moment-là, il se voit mort. Et il essaye par tous les moyens d'arrêter ce gars. Vous savez, ça se passe en 1 seconde. En 1 seconde, vous devez prendre une décision qui est la décision la pire de votre vie, c'est celle de tirer sur quelqu'un. Et il a pris cette décision dans un éclair de raison, parce qu'il a dit, si je ne tire pas à ce moment-là, c'est moi qui suis tué. À vos yeux, la légitime défense est constituée. À vos yeux, je dis bien. Oui, à mes yeux, ça ne fait pas de doute. Mais on peut en débattre. Oui, c'est l'enquête qui le dira. Vous avez l'air mal à l'aise, maître, contrarié. Est-ce que vous estimez que l'administration policière, le ministère de l'Intérieur, ne soutient pas comme il le devrait, sa hiérarchie, ne soutient pas comme il le devrait Eric? Non, j'ai rien contre l'administration policière, ni contre le ministère de l'Intérieur, rien du tout. Non, moi, j'ai des choses contre une administration judiciaire qui est une machine à broyer les gens et qui broie ce jeune homme sans aucun scrupule et sans aucune mesure. Vous êtes à combien de demandes de remise en liberté provisoire? À 7 demandes de mise en liberté. La dernière a été acceptée, c'est-à-dire que le juge de la liberté et de la détention a ordonné la libération d'Eric et le parquet de Bobigny a fait appel. Alors que ce parquet avait demandé le placement sous contrôle judiciaire il y a 16 mois. C'est-à-dire que le parquet avait demandé à ce qu'il ne soit pas mis en détention et 16 mois après, il demande à ce qu'il reste en détention en faisant appel de l'ordonnance du JLD qui le met dehors. Moi, je comprends plus. Il y a visiblement une incohérence. C'est totalement kafkaïen. Alors attendez, c'est le parquet, donc c'est les représentants de la chancellerie, ce n'est pas le siège qui demande, c'est pas un magistrat du siège, c'est le parquet qui était d'accord pour qu'il y ait une détention provisoire, une relaxe pour la provisoire, qui le maintient en détention. Est-ce qu'il y aurait eu un revirement au niveau de la chancellerie ou au niveau du parquet pour expliquer ce changement d'orientation? Moi, ce changement, je ne le comprends pas. Et si moi,
qui suis quand même un professionnel, je suis avocat depuis 34 ans, hein. Je commence pas dans la profession. Si moi je ne comprends pas ce changement, je pense que personne ne peut le comprendre, sauf celui qui a décidé de relever appel de cette décision. Mais il y a quoi, voilà, une pression politique, les associations qui se sont révélées très 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 efficaces. Qu'est-ce qui aurait pu se produire? Moi, je ne pense pas à ça. Je pense que c'est les magistrats. Au sein d'un parquet ou au sein d'un tribunal, les magistrats, entre eux, ont décidé que ce jeune homme ne devait pas sortir de prison, et ils l'ont décidé pour des motivations qui leur sont propres et qui, à mon avis, leur sont très personnelles. Voilà. En tout cas, ça n'a rien à voir avec l'objectivité, ça n'a rien à voir avec le droit. Il n'existe aucun recours à votre niveau pour contester ce maintien aujourd'hui en détention provisoire? Si, bien sûr, il existe énormément de recours. Nous allons plaider lundi devant la chambre de l'instruction sur l'appel du parquet, puisque le juge a dit qu'il fallait qu'il sorte, le parquet a relevé appel, et nous allons plaider lundi sur l'appel du parquet. Mais nous allons plaider devant les magistrats de la chambre de l'instruction qui, 6 fois de suite, ont confirmé la détention. Donc j'ai très peur qu'à nouveau, il reste en prison, alors qu'il n'y a plus aucune motivation juridique pour qu'il reste en prison. C'est la chambre de l'instruction qui a le dernier mot dans ces cas-là, ou il peut ensuite y avoir un ultime recours? Non, c'est la chambre de l'instruction. On peut faire des pourvois en cassation, mais les pourvois en cassation en France, il ne sert à rien. En matière pénale et en matière de détention, c'est un coup d'épée. Vous êtes également le défenseur de Florian, ou je me trompe, de Florian M? Oui, je suis le défenseur de Florian. Bien, de l'affaire Naël. Vous estimez aujourd'hui que la police française, quand elle commet ou elle est accusée d'avoir commis une erreur, la France est un pays où on se comporte très très durement avec les policiers qui sont justement mis en cause par rapport à d'autres pays? La France est un pays dans lequel on a une appréciation de l'action policière qui est complètement dévoyée. Parce que quand un policier fait une erreur d'appréciation, il fait une erreur d'appréciation, pourquoi pas? Ça peut lui arriver, nous sommes tous humains, nous pouvons nous tromper, et dans l'exercice de nos métiers, nous pouvons faire des erreurs. Il y a des erreurs médicales, il y a des erreurs, et il y a aussi des erreurs policières. Mais quand un policier fait une erreur d'appréciation, on fait rentrer cette erreur dans le champ pénal. Et ça devient une infraction. Et ça n'est pas normal. Vous voyez, il faudrait qu'il y ait une différence entre le policier qui viole la loi pénale volontairement, celui qui vole les scellés, celui qui frappe une personne détenue ou frappe une personne au sol, et le policier qui se défend, qui fait usage de son arme et pour lequel l'usage peut être mis en doute ou questionné. Bon, au lieu de le questionner, on dit que ce policier est un meurtrier. Et donc qu'il est rentré dans le champ pénal et donc qu'il doit aller devant une juridiction d'assises. Ça n'est pas normal. Compris, maître. Merci, maître, pour votre témoignage, et bien entendu, nous n'hésiterons pas à vous contacter pour avoir la suite de ce dossier. Merci. Laurent Nunez, le successeur de Bruno Retailleau, veut soigner les relations franco-algériennes. Bon ou mauvais timing, bonne ou mauvaise nouvelle? On attend vos réactions au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, perle du jour. Laurent Nunez, le successeur de Bruno Retailleau à l'intérieur, semble déjà acter la rupture avec son prédécesseur sur la question des relations entre Paris et Alger. Il semblerait effectivement, Maud, le ministre a déclaré, il faut avoir le courage de dire qu'il n'y a plus de relations sécuritaires avec l'Algérie. Donc déclare Laurent Nunez qui succède à Bruno Retailleau. Il y a un revirement gouvernemental sur cette question. Je rappelle que l'accord franco-algérien de 1968 stipule le nombre de visas, de possibilités d'entrée pour les ressortissants algériens sur le territoire français, que cet accord était remis en question depuis quelque temps, notamment par Elisabeth Borne, qui en décembre 2023, elle est alors Premier ministre, et elle dit qu'il est important aujourd'hui de repenser cet accord et de le revisiter, parce qu'il faut le remettre au goût du jour, conformément à ce que la France a besoin ou pas pour pouvoir gérer ses flux migratoires, notamment avec l'Algérie, avec lesquels il y avait ces accords privilégiés. Donc, Bruno Retailleau s'en était emparé. On se souvient de la polémique du parti de bras de fer qu'il y avait eu entre lui et le gouvernement algérien. Recadrage du ministre par le gouvernement, par François Bayrou, par le président de la République. On essaie d'y aller à pas feutrés. Le ministre Bruno Retailleau ne veut rien lâcher parce qu'il y a une situation réelle, effectivement, et il s'engage, lui, à ce que l'Algérie consente et admette, avec des moyens de pression possibles, d'accords de visa réciproques ou pas réciproques,
réciproque à ce qu'on revisite ces accords. Alors, revisiter, repenser, ce n'est pas à nous à décider ici, mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté politique, et notamment à l'Assemblée nationale et au Parlement, y compris au Sénat, de reprendre à zéro ces accords de 1968 qui sont aujourd'hui vraiment problématiques. Et là, Laurent Nunez succède à Bruno Retailleau, et lui prône plutôt la prudence, la discrétion, le dialogue. Il veut rétablir des relations apaisées avec l'Algérie, comme si on n'avait pas compris à l'heure qu'il est que l'Algérie n'est pas dans une logique de conciliation et d'apaisement, que l'Algérie, elle maintient la partie de bras de fer. Il y a l'affaire Boualem Sansal qui n'arrange rien, et les Algériens sont intraitables, ne semblent pas avoir du tout envie de faire des concessions et de revisiter cet accord. Donc on est dans le blocage total. Et là, surprise ce matin, dans le cadre de sa niche, le Rassemblement national a déposé une résolution de loi, c'est pas un projet de loi, c'est une résolution de loi visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 qui a été soumis au vote, et la conjoncture parlementaire qui fait qu'à l'Assemblée nationale, en fonction du nombre des présents ou des absents, eh bien le score peut être différent. Eh bien la résolution du RN demandant la dénonciation de l'accord franco-algérien a été adoptée par l'Assemblée nationale par 185 voix contre 184. Donc pour une voix aujourd'hui, eh bien cette résolution a été votée. Les accords franco-algériens à ce stade-là. Ensuite, le gouvernement devra réintervenir. Ça doit passer en projet de loi. Peut-être que la majorité présente, qui se sera constituée autour de ce thème à l'Assemblée nationale, changera d'orientation. Enfin, pour l'instant, aujourd'hui, les députés RN, Marine Le Pen et Jordan Bardella et Jean-Philippe Tanguy crient victoire. À un moment donné de l'histoire, aujourd'hui, en octobre 2025, pour la première fois, les accords franco-algériens sont remis en cause par la représentation nationale. On verra quelle sera aujourd'hui la suite que donnera le gouvernement et la majorité. En tout cas, nous sommes conscients, et c'est un débat qui est très animé, nous sommes conscients qu'il faut apporter une solution, une réponse nouvelle, pour l'intérêt d'ailleurs des ressortissants algériens et pour l'intérêt des accords entre la France et l'Algérie, qui doivent redevenir cordiaux et constructifs le plus possible. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, mais pour moi, non. Alors, non pas qu'on prenne le sujet à la légère, hein, la notion de consentement, on la croyait, elle est importante, hein, et ça touche évidemment ça peut aller jusqu'à la notion de viol. On pensait cette question définitivement réglée entre hommes et femmes, et on apprend qu'une nouvelle loi a été votée hier, par le Parlement français. Et en effet, c'est un sujet sérieux. Le Sénat vient d'adopter le texte inscrivant explicitement la notion de consentement dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. Autrement dit, tout acte sexuel non consenti est désormais juridiquement considéré comme un viol ou une agression sexuelle. Qu'est-ce que ça pourrait changer dans les faits réellement ? Techniquement, ce texte est juste censé clarifier la loi. D'autres pays sont récemment passés par là, la Suède, l'Espagne ou encore la Norvège. Mais dans les faits, comme vous dites, le texte explique que le consentement ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. On parle déjà de victime. Mais le texte précise aussi qu'il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit la nature. Ça veut dire que, par exemple, si vous voulez surprendre votre partenaire, prenez quand même quelques précautions. Vous exagérez pas un petit peu, ma chère Maud ? Un tout petit peu, et loin de moi la volonté bien sûr de blesser qui que ce soit. Évidemment qu'un rapport doit être consenti d'un côté comme de l'autre. Espérons que le durcissement de cette loi permettra de faire baisser la courbe des violences sexuelles et des viols. En 2024, les services de police et de gendarmerie ont quand même enregistré 122 600 victimes de crimes et de délits à caractère sexuel. Donc amusons-nous, oui, séduisons-nous, oui, faisons connaissance, mais dans les règles. Sujet épineux s'il en est, à manier avec une extrême précaution. Et dans un peu plus d'un an, les découvertes supérieures à 200 € deviendront des crédits à la consommation avec des conditions d'obtention bien plus strictes. Une réforme qui pourrait fragiliser les ménages les plus modestes, Perico. Et oui, la Commission européenne s'est penchée sur les découverts. Alors le découvert, c'est ce qui permet souvent à des revenus modestes de prolonger, de raccourcir la fin du mois. Enfin, en tout cas, on emprunte de l'argent à la banque. Rappelons que c'est lourdement facturé. Les agios des découverts bancaires sont gigantesques. Hein. Il s'agit de 12, 15, quelquefois 20% selon les banques. C'est pas un cadeau qui est fait, c'est pas une facilité. En tout cas, c'est une souplesse commerciale accordée par les banques.
elles y gagnent beaucoup d'argent, et là l'Europe décide que finalement non, ça va pas être aussi efficace que ça, aussi prégnant, et donc on va revoir, il va falloir négocier. Quand vous aurez un découvert bancaire, faudra le négocier, je ne sais pas encore si c'est au coup par coup, prévenir la banque en fonction de ses prévisions de salaire de fin de mois. C'est étonnant parce que c'est ce qui régit justement la relation commerciale entre les clients et la banque, c'est cette souplesse, elle est accordée par la banque. C'est toujours une faveur que fait la banque, c'est pas un droit qui est acquis par le client et qu'il impose contre l'avis du banquier. C'est le banquier qui le concède. Vous avez beaucoup de refus de découverts qui sont refusés. C'est accordé dans un contexte très précis avec une procédure réglementaire. Faut fournir sa fiche d'impôt, faut prouver que l'on a effectivement des difficultés de fin de mois. Et comme je vous le disais, c'est lourdement facturé. Donc là, il y a une intention de l'Union européenne, j'allais dire, de se mêler de la gestion des ménages et de rentrer dans le quotidien. Je pense que c'est pour tous les Européens. Ici, c'est pour le quotidien des Français. Mais en période de crise économique, en période de récession, quand on sait que justement la fameuse formule, la fin du mois est plus préoccupante pour certains foyers que la fin du monde, eh bien, c'est une souplesse de moins. C'est une source certainement de tracas supplémentaires. Évidemment, ça dépendra des organismes bancaires. Je pense que les clients vont tout de suite s'inquiéter et essayer de voir auprès de l'organisme bancaire qu'est-ce que ça va donner. Mais ceux à qui on dira, écoutez, non, désormais, la nouvelle réglementation européenne fait qu'on vous accorde pas de découvert. C'est-à-dire qu'à partir du 18, du 19, du 20, du 22, ça veut dire qu'on vous coupera les comptes, on vous coupera les vies, vous ne pourrez pas utiliser votre carte de crédit, vous ne pourrez pas payer vos factures. Enfin, c'est totalement hallucinant. Alors, je suppose qu'il va y avoir vu la réaction sociale et politique, parce que je ne doute pas que la classe politique, je les trouve un tout petit peu discret et silencieux pour l'instant. Vous me direz qu'il y a beaucoup de dossiers à l'Assemblée nationale, mais je suis étonné que la classe politique, notamment à gauche, puisqu'il s'agit des revenus les plus modestes, ne se soit pas insurgée contre cette mesure. Va-t-elle être adaptée? Va-t-elle être réformée? Allez, je n'en doute pas. Ce qui est certain, c'est que une fois de plus, c'est pas les gens qui n'ont pas besoin de découvert qui vont être, alors eux, ils vont peut-être payer 2% de plus au-delà d'une certaine centaine de millions d'euros. Et il faut savoir que 15% des Français sont impactés, enfin en tout cas sont à découvert à la fin de chaque mois. Alors ça peut vous faire réagir, vous en faites peut-être partie. 0826 300 300, et justement on accueille Serge qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonjour Serge. Bonjour. Est-ce que vous êtes à découvert à la fin du mois, Serge ? On doit dire que je suis depuis 10 ans à découvert presque tous les mois. Il y a ces 2 derniers mois où je ne suis pas à découvert, mais je suis toujours à découvert et c'est ça qui me permet de survivre. Et cette mesure, donc, j'imagine qu'elle vous inquiète un peu ? On ne fait pas de cadeaux. Les finances, les banques ne font pas de cadeaux. Donc, ils veulent gagner plus d'argent et ça risque de coûter très cher. Une très mauvaise... Pardon ? Est-ce que vous connaissez le pourcentage que l'on vous prend lorsque vous êtes à découvert, votre banque ? Je ne le regarde même pas parce que je ne veux pas me démoraliser. Mais... En tout cas, c'est pas gratuit, ça on est d'accord. Tout à fait d'accord, c'est pas gratuit. Vous trouvez cette mesure inadaptée, injuste, ou vous comprenez qu'on puisse à un moment donné réglementer, ou vous estimez que c'est tout simplement une mesure anti-pauvre ? C'est pas nécessaire de réglementer, ça permettait de survivre. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre ? Et je pense pas qu'ils fassent de cadeaux. Les finances n'ont jamais fait de cadeaux. Je pense qu'ils pensent ne pas gagner assez d'argent. Ils veulent gagner plus d'argent dessus. Comme j'allais vous dire que j'ai déjà eu l'expérience d'une interdiction bancaire suite à un chèque à l'époque de 4 000 francs qui n'a pas été mis sur le compte. Il a été versé sur notre compte. Donc je suis resté 6 mois avec une interdiction bancaire, donc des problèmes. Payer à chaque fois pour faire un retrait, payer 50, à l'époque c'était 50 francs. Donc c'est l'histoire de fou. Donc si on retombe dans ce système-là... Le risque, ce serait, Serge, que les banquiers disent, l'Union européenne dise, on rétablit la facilité de découvert bancaire, mais par contre, ça sera taxé beaucoup plus sévèrement par l'organisme bancaire, c'est-à-dire qu'on vous prendra encore un peu plus d'argent quand vous aurez des fins de mois difficiles. Bon. Merci Serge pour votre... Tout à fait d'accord avec vous. Merci Serge, et puis si jamais ça vous fait réagir, vous aussi 0826 300 300, il n'est jamais trop tard pour donner votre avis. Sud Radio, la France dans tous ses états, ne lâchons rien. En partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie, les réussites du quotidien. Et nous sommes avec Laurent Tostin, cofondateur de la start-up. Alors j'ai peur de le dire mal. C'est Terracol, Laurent Tostin ?
C'est bien ça. C'est bien ça. Bonjour. Terracol, Laurent Tostin. Où vous trouvez-vous, Laurent Tostin, en France? En région parisienne. En région parisienne, plus précisément? Dans le département 78, du côté de Mantes-la-Ville. Voilà, dans les jolies Yvelines et dans la partie plutôt campagnarde des Yvelines sur les bords de la Seine. En quoi consiste l'activité de Terracol? Alors en fait, on est opérateur mobile, comme Orange, comme SFR, et puis on s'adresse exclusivement aux pros, et la différence qu'on marque avec ces opérateurs-là, c'est qu'on vient intégrer un assistant virtuel directement sur la ligne mobile, et puis qui va venir vous assister dans tous vos appels en fait. Ah, opérateur mobile, vous n'êtes pas de la taille d'Orange et d'SFR pour l'instant, mais... Pas encore. mais ça veut dire que vous pourriez y prétendre ou non? Enfin, à une autre échelle, mais enfin, en tout cas, on peut séquencer une opération, un opérateur téléphonique peut opérer à votre échelle, à une petite échelle artisanale, quoi, oui. Tout à fait. Alors, si on fait le paysage un petit peu de la téléphonie mobile, vous avez ce qu'on appelle les MNO, qui sont en fait les mobile network opérateurs. Donc là, ça va être Orange, SFR, Bouygues et Free. Donc c'est ceux qui opèrent le réseau d'antenne. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle les MVNO. Donc c'est des opérateurs virtuels. Donc on recrée un cœur de réseau et on vient se connecter sur le réseau d'antenne en fait. Comment ils vous regardent? Malgré tout, comme des petits concurrents qui les ennuient, pour pas utiliser un autre mot, ou ils vous laissent tranquille? Ou ils sont quand même méfiants? Non. Vous mettez pas en péril leur chiffre d'affaires là pour l'instant? Non, mais elle a tout son intérêt, la question. En fait, si vous voulez, je pense qu'ils nous regardent plus d'un bon œil parce que déjà, on génère du chiffre d'affaires chez eux, parce qu'on est forcément interconnecté sur leur réseau d'antenne. Et puis, deuxièmement, nous, on apporte une brique assez innovante sur le marché, que eux vont pouvoir faire, mais finalement, qu'ils vont faire dans des délais beaucoup plus longs, parce que c'est des gros paquebots, j'ai l'habitude de dire comme ça, c'est plutôt des gros paquebots, et puis quand il faut manœuvrer le paquebot, c'est un peu plus long. Écoutez, donc bravo. Finalement, je pense que pour ces opérateurs-là, c'est stratégique aussi de voir ces startups-là venir innover le monde de la téléphonie. Bon, on peut juste dire à nos auditeurs des Yvelines qu'ils aillent sur Terracol pour leur opération téléphonique. On vous souhaite bon courage. Voilà, et surtout, continuez à ne rien lâcher. Merci. Votre boulanger ouvre-t-il le dimanche? C'est un sujet qui divise la profession et on en parle dans un petit instant avec Dominique Enrac, président de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Alors témoignez, dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300, à tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Les boulangers ont-ils le droit d'ouvrir 7 jours sur 7? Eh bien, pas partout. Et après la polémique du 1er mai où 22 boulangeries et pâtisseries ont été verbalisées pour avoir fait travailler des salariés un jour férié, la profession se déchire sur l'ouverture des boutiques sans interruption, avec une inquiétude majeure pour les petits artisans, la concurrence déloyale des grandes chaînes. On en parle aujourd'hui avec le président de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Dominique Enrac. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour. Je vous dis bonjour Dominique parce que, on va dire la vérité aux auditeurs, on se connaît depuis longtemps, on mène ensemble ce combat pour la défense du bon pain de France et de ce merveilleux métier de l'artisan boulanger qui souffre et qui a été malmené déjà depuis longtemps sur différents dossiers, que ce soit l'énergie. Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture le dimanche, Dominique Enrac. Les boulangers français veulent pouvoir vendre, mettre à disposition de nos compatriotes du bon pain, de la bonne miche, de la croûte, des viennoiseries, et il s'avère que les pouvoirs publics mettent des bâtons dans les roues, j'allais dire des baguettes dans les roues des artisans boulangers, en considérant que non, les boulangers, l'artisan boulanger libre de travailler dans un monde libéral comme il le veut, on lui dit non, tu n'ouvriras pas le dimanche et tu ne proposeras pas du pain et des croissants aux habitants de ce quartier qui seront ravis quelquefois d'aller le matin chez le boulanger. Où est-ce qu'on en est exactement à l'heure qu'il est sur cette disposition ? Alors écoutez, c'est pas vraiment l'ouverture du dimanche, c'est les arrêtés préfectoraux en fait de fermeture une journée la semaine. Donc c'est pas le dimanche, mais c'est vraiment une journée qui doit être fermée la semaine. C'est quand même le dimanche qui est visé ou pas vraiment, parce qu'on a l'impression que c'est le dimanche qui est visé. Pas du tout, parce que nous, on a vraiment le droit, on a justement une dérogation pour pouvoir travailler le dimanche toute la journée, du fait de notre métier pour le pain et la pâtisserie. Par contre, ce qui aujourd'hui est remis en cause, et c'est par les industriels, en fait, c'est cette fermeture hebdomadaire qui sont des accords
je dirais, des accords généraux avec tous les gens de la profession dans les départements, puisque ce sont des arrêtés préfectoraux, et qui avaient été mis en place pour justement protéger les petites entreprises. Donc en fait, cet arrêté préfectoral stipule que toute personne qui vend du pain doit fermer une journée dans la semaine. Donc ça doit être le lundi, le mardi, le dimanche, comme on veut, et puis s'entendre entre les collègues de façon à ce qu'il y ait toujours quelqu'un d'ouvert pour qu'il y ait du pain. Et effectivement, c'était un arrêté préfectoral qui était fait pour protéger les petites entreprises, puisqu'un artisan qui lui fabrique tous les jours son pain, s'il n'a pas une journée fermée, il ne peut pas se reposer. Alors soit il travaille 7 sur 7 et bien souvent les couples partent en fumée ils peuvent, généralement ça ne tient pas très longtemps, et puis des jeunes ne veulent pas reprendre les entreprises, ou alors ils décident de fermer les grosses maisons, les franchises, etc. ouvrent 7 sur 7 et leur prennent en fait du chiffre d'affaires. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est défendu on a encore 54 départements, notamment on a gagné il n'y a pas longtemps encore à Poitiers le mois dernier, devant le tribunal administratif, et il y a des départements comme par exemple la Vendée qui eux souhaitent ne pas avoir d'arrêtés préfectoraux. Donc c'est vraiment chaque département qui décide. Mais à la base, ces arrêtés préfectoraux étaient faits par les boulangers pour pouvoir défendre les petites entreprises. Quand vous dites arrêté préfectoral, c'est que c'est pris à l'échelon territorial du département. C'est une disposition nationale qui a été adoptée au niveau gouvernemental. Ensuite, elle est répertoriée ou pas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est avec l'accord de la profession ou sans l'accord de la profession. Pourquoi il y a des départements qui l'ont et d'autres qui ne l'ont pas? Tout à fait. C'est en fait une disposition qui est mise au niveau national et prise par les préfets localement, parce que les départements sont différents, les commerces sont différents. Donc ça, en fait, un préfet, quand il a un problème de fermeture hebdomadaire, il met tout le monde autour de la table, c'est-à-dire les industriels, les artisans, même les terminaux de cuisson, etc., et même les salariés. Les organisations salariales sont autour de la table pour dire, en majorité, est-ce qu'on veut ou on ne veut pas garder cet arrêté préfectoral. Et quand il y a une majorité de boulangers, de gens qui souhaitent garder cet arrêté préfectoral, le préfet l'applique. Et c'est le cas encore dans 54 départements en France. Quels sont les cas où il y a conflit, c'est-à-dire des départements où il n'y a pas d'arrêté préfectoral? Est-ce qu'il y a des artisans boulangers qui souhaiteraient modifier ce calendrier qui ne peuvent pas? Ou est-ce qu'il y a des artisans boulangers qui on impose une façon de travailler qui ne correspond pas à leur timing? Alors écoutez, généralement, ce qu'on voit, c'est plutôt les grosses entreprises qui souhaitent ouvrir 7 sur 7. Ça se voit, bon, il y a aussi des boulangers qui ont des grosses entreprises dans l'artisan qui souhaitent, mais bon, quand l'arrêté est tombé, évidemment que là, ils sont obligés de se conformer aux règles. Mais le but, c'est quand même, vous voyez, c'est quand même, on regarde, et ça peut avoir des répercussions assez importantes. Toutes les petites entreprises qui eux, ne peuvent pas fermer une journée, s'ils perdent du chiffre d'affaires, et ils risquent en fait, que ces entreprises disparaissent. Et si une toute petite entreprise est ouverte 7 sur 7, le problème, on n'arrive pas à trouver de repreneur derrière. Aucun jeune veut travailler. Bon, déjà, personne ne veut travailler 7 sur 7, mais un artisan, s'il veut se défendre au niveau du chiffre d'affaires, il a quelques chaînes autour de lui. Il est obligé d'essayer de maintenir un chiffre d'affaires, et bien souvent, il se fatigue et son entreprise devient invendable. Le jour le plus courant de fermeture... Le jour le plus courant de fermeture, Dominique Enrac, c'est le lundi, je crois, pour l'instant. Ça reste majoritairement. Mais pas forcément. Par exemple, dans la ruralité, c'est souvent le lundi, où on a aussi beaucoup le mercredi, parce que les gens souhaitaient avoir le mercredi pour être avec les enfants, et puis ne pas fermer le week-end, parce qu'il y a beaucoup de pâtisseries et de pain. Et par contre, dès qu'on arrive en ville, dans les quartiers de bureaux, on a aussi beaucoup de boulangeries qui ferment le dimanche, ou voire même le samedi-dimanche. Ça se voit beaucoup, notamment dans les quartiers, je dis Paris, 8e, 1er, etc., mais aussi dans des grandes villes comme Bordeaux, tout ça, où ils ont des entreprises. Donc là, ils travaillent essentiellement la semaine en stacking. Et pourtant, on voit des enseignes, j'allais dire, de pain industriel qui sont ouvertes tous les jours. Ça existe aussi. Oui, alors effectivement, il y a déjà des entreprises qui sont dans des départements où il n'y a plus d'arrêté préfectoral. Donc ça, ils ont le choix de ne pas fermer, enfin ils peuvent ouvrir 7 sur 7. Et puis il y a aussi des départements où il y a un arrêté préfectoral, mais quelquefois les gens ne respectent pas cet arrêté préfectoral. Donc là après, quand il y a une démarche au niveau de la fédération qui se met contre eux, on part en procédure et effectivement ils peuvent être condamnés.
Dominique Enracte, on va en venir aujourd'hui à la situation de la boulangerie française, qui est un des fleurons non seulement de notre patrimoine alimentaire, culturel, j'allais me dire que c'est un enjeu politique. On a vu au moment du problème de la facturation de l'énergie, des artisans boulangers mettre la clé sous la porte parce qu'ils pouvaient pas payer leur facture. Je pense qu'ils considèrent que c'est un scandale d'État, on en dira un petit mot. Comment aujourd'hui se porte cette merveilleuse profession? Vous parliez tout à l'heure de vocation. Est-ce qu'on a encore des jeunes qui veulent faire ce métier? C'est un métier, rappelons-le, qui est un métier d'endurance, c'est un métier de dévotion, c'est un métier de sacerdoce. Est-ce qu'il y a encore la passion du bon pain dans l'artisanat français, Dominique Enracte? Alors écoutez, la profession va bien dans le sens où on a quand même 12 millions de clients chaque jour et que c'est une profession qui se réinvente, et on sait qu'aujourd'hui il y a quand même 200 fermetures par mois de boulangerie, plutôt des petites structures. 200 par mois. 200 par mois. Il y en a par contre 250 qui se créent. C'est-à-dire que depuis 2012, on est quand même dans un bilan positif au niveau des ouvertures. Alors effectivement, il y a quand même tout un tas d'entreprises qui ferment. Quand on dit dans les deux sens, c'est pas toujours pour des côtés économiques, c'est quelquefois qu'il n'y a pas de repreneur. Vous voyez, quelquefois dans des petits villages ou dans des quartiers, tout ça, il n'y a pas de repreneur, et ça c'est vraiment un drame. Donc vous dire qu'il y a quand même des gens qui explosent, qui marchent très bien. D'ailleurs, la boulangerie-pâtisserie française à l'international est en train d'exploser. Bien sûr. C'est-à-dire que nos produits ont un succès incroyable. Et pour vous dire, on a aussi des jeunes, puisqu'on fait 30 000 apprentis. Et tous les jeunes qui sont dans ce métier sont en fait très contents de le faire. Donc on a du monde, mais comme les boulangeries progressent, ils nous en font encore. Et on a 26 000 entre boulangers, pâtissiers et personnel de vente. On a 26 000 postes à pourvoir en moyenne. Mais sur les 140 000 salariés qu'on a, c'est pas non plus déconnant, je dirais. Mais c'est vrai qu'on a, c'est un métier qui marche plutôt pas mal et qui est assez résilient. Vous avez vu, on a traversé, comme vous disiez, la crise de l'énergie, la crise du Covid. Il y a eu de la casse, Dominique Enracte. Il y a eu de la casse, quand même. Oui, il y a eu de la casse. Et des artisans boulangers qui s'estimaient pas écoutés ou pas entendus par leurs représentants, mais ça, la conjoncture économique faisait que c'était difficile pour tout le monde. Est-ce qu'on peut parler, je vous le dis parce qu'il me semble en avoir traversé quelques-uns, est-ce qu'on peut parler de désert boulanger en France? Est-ce qu'il y a des territoires, et je vous le dis souvent dans le centre de la France, où on vous dit, il y avait 2 boulangers, il n'y en avait plus qu'un, il n'y en a plus du tout, il y a des endroits, il y a des bourgades, il y a des villages, il n'y a plus le boulanger qui est le dernier commerce de proximité qui doit survivre, et on a des endroits où on n'a plus rien. Est-ce qu'il y a un espoir de raviver une boulangerie dans un endroit où un village qui n'en a plus du tout? Alors écoutez, vous savez, quand même, les gens ont changé un petit peu de... Parfois, on leur met une boulangerie. Il y a beaucoup de maires qui nous demandent une boulangerie dans un quartier. Vous savez, pour que ça soit bien viable, c'est souvent une boulangerie pour 2000 habitants. C'est ce qu'on a aujourd'hui, 35 000 boulangeries. C'est l'échelle, c'est le barème, oui. C'est à peu près l'échelle. Donc, mais on a quand même, je vois, il y a une bourse de SAFRE qui est mise en place. Là. On a des jeunes qui s'installent dans des villages, et quand ils arrivent, ils font maison, un peu de nouveauté. Ça marche super bien. Donc, on a la possibilité de réinstaller des jeunes dans ces coins, mais il faut que le jeu envahisse la chandelle. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre un jeune sur parfois la caprice d'un maire dans un endroit où il ne va pas s'en sortir. C'est pas lui rendre service. Et j'ajoute, Dominique Enracte, que je vis un petit peu dans un village dans Lyon où on n'a plus de boulangerie depuis plusieurs années. Et en fait, un boulanger s'était installé de façon un peu provisoire, à mi-temps. Il se partageait entre plusieurs villages, faisait des tournées, etc. Mais entre-temps, les habitants du village avaient changé leur habitude de consommation. Et ils n'attendaient même plus qu'il y ait un boulanger dans leur village. Ils allaient carrément à 25 km de là, dans la ville la plus proche, pour aller faire leurs courses, où ils demandaient à des voisins d'aller faire leurs courses ailleurs. Donc il y a aussi ce problème-là, c'est-à-dire qu'en fait, les gens changent aussi leur habitude de consommation. Et donc oui, ce que vous disiez, on ne peut pas installer un jeune boulanger dans un village où de toute façon, il ne s'en sortira pas. Voilà, je voulais ajouter cette petite... Par exemple, c'est vrai, tout à fait, puis le Lyon, je suis originaire de Lyon, donc je connais bien ce département, et on voit qu'il y a des endroits où il y avait des boulangeries qui fonctionnaient, mais c'est vrai que les gens, par exemple, je prends le cas de Sens, allaient faire leurs courses en allant travailler à Sens, avaient oublié un petit peu leur boulangerie à Bron, par exemple, et elle a fini par fermer, parce que pas que les gens étaient mauvais, mais parce que le modèle économique n'arrivait plus à fonctionner. Donc c'est vrai que quand on se met dans un village, que le boulanger se réinstalle, il faut essayer de reprendre ses habitudes parce que c'est aussi pratique. Mais voilà, il y a des endroits où c'est pas viable, en fait. Donc,
Encourageons la jeunesse française, l'artisanal, j'allais dire les métiers, la formation professionnelle, et la France est en carence. Et c'est une vraie décision politique, et j'espère que les gouvernements de demain, puisqu'on veut prendre à bras-le-corps les enjeux économiques, favoriseront la création d'emplois dans l'artisanat, et que nous garderons notre réseau de grandes et nobles boulangeries, parce qu'une des raisons pour lesquelles on vient en France, c'est aussi pour le bon pain que nos boulangers préparent, élaborent et nous vendent. Merci Dominique Aurac pour vos témoignages, et je ne doute pas qu'on aura l'occasion de vous reparler très bientôt. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, nous serons avec l'inénarrable Alexandre Jardin, écrivain, fondateur du mouvement des gueux. N'hésitez pas à lui poser vos questions, à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, face à face. Eh bien, nous sommes avec un ami de la maison, Alexandre Jardin, qui a tenu l'antenne avec des scores d'audience absolument mirifiques, et qui vient aujourd'hui nous parler de son engagement politique. Enfin, il vient nous parler de la France. Alexandre Jardin est un témoin exceptionnel de ta France. Alors, l'émission s'appelle La France dans tous ses États. Alexandre Jardin connaît la France dans tous les États, plus ceux que lui connaît et qu'il est seul à connaître, et notamment sur le malaise, j'allais dire, du peuple français, de cette France d'en bas. Il y a 1000 façons de la définir. Alors, Alexandre Jardin, Maud et moi, on a attendu la fin octobre pour vous inviter, parce qu'on est sûr qu'il n'y aurait pas de tomates sur le marché, parce que je vous ai vu une fois arriver chez Marc-Olivier Fogel avec des tomates, et en lancer une, alors il s'était pas pris dans la poire, en disant si les questions sont mauvaises, j'envoie la tomate. Alors, j'espère que vous n'êtes pas venu avec des tomates, ni avec des fraises, mais enfin peut-être éventuellement du nougat, peu importe. Mais enfin, on va discuter à bâton rompu sur vos engagements, votre vie, votre témoignage, votre vie de romancier. Vous avez écrit des choses absolument délicieuses. Mais là, vous êtes un homme en colère. Je vous ai vu l'autre jour sur RMC pousser un coup de gueule contre vos copains Pierre Rondeau, puisque, voilà, j'ai connu cette maison. Vous étiez pas simplement énervé parce que vous en avez marre de quoi? Qu'on assimile. Du mépris. Voilà, quoi. En fait, le mot populisme vous emmerde. Mais, parce que c'est un mot de mépris. Et au stade où on en est dans ce pays, où on rétablit une conversation démocratique entre gens bien, qui ne s'insultent pas, et il y aura un chemin de sortie où on en passe par la disqualification de l'autre avec un vocabulaire insultant. Et je me fais une très haute idée de la démocratie. Et en démocratie, on ne s'insulte pas. Je veux dire, on écoute, même si c'est compliqué, ce qu'est l'autre, même s'il dit des choses qui vous irritent. Et donc, effectivement, je ne laisserai jamais passer une insulte, parce qu'on représente des mouvements qui sont fondamentalement démocrates, mais viscéralement démocrates. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'on a un problème de démocratie, de connexion avec le bas du peuple et le haut du système qu'on est en crise. Et je dirais même littéralement démocrate, puisque démocrate, il y a une signification précise qui signifie que c'est la décision du peuple, la volonté du peuple. Le souverain, les gens qui nous écoutent, et le souverain doit être respecté. Mais Alexandre Jardin, le mot populiste, pour vous, c'est une insulte ? C'est toujours employé par les gens qui l'emploient comme une forme d'insulte. Oui. Et je ne traite pas le macronisme de populisme. Ça correspond relativement à la définition, mais pourquoi vous ne me voyez jamais l'employer? Je ne traite pas tous les gens qui flattent les bas instincts et les peurs des gens avec ce terme, alors qu'ils sont partout aujourd'hui sur l'échiquier politique. Mais simplement, on sait que c'est un mot qui est dégradant. C'est peut-être lié au fait, Alexandre, que avec cette régression de la connaissance de la langue française, on confond démagogie, qui est une réalité. Oui. Et les gens qui en général dénoncent le populisme sont souvent des gens qui ont fait preuve de démagogie plus qu'une fois. Donc, dans les grandes largeurs, ils ont de leçons à donner à personne. Mais on voit bien que, de toute façon, il y a un problème sur l'ensemble du spectre politique. Il n'y a plus aujourd'hui un populisme quelque part. Il s'est infiltré dans la totalité du discours. Parce qu'on a quitté, tout simplement, l'obsession de respecter les gens qui nous écoutent. Ils essayent de dire des choses, désespérément, avec le peu d'espace qu'on leur laisse. Et nous, ce qu'on va accompagner avec les gueux, je vais vous dire ce qui se passe à 16h aujourd'hui. À 16h, j'ai une grosse réunion technique avec des gens qui nous construisent, pour le mouvement des gueux, l'application qui servira probablement en début d'année prochaine, au tout début de l'année, à lancer des grands référendums, à ce qu'on puisse voter avec sa carte d'identité de manière sécurisée.
Parce qu'il va bien falloir qu'à un moment donné, comme on n'arrive pas à dire ce qu'on essaye de dire à travers le système des partis, parce que très souvent, on se reconnaît dans un tel, et pas forcément dans l'ensemble de l'offre d'un parti, ce qui est très souvent mon cas. Eh bien, à un moment, je veux que les gens puissent dire ce qu'ils ont à dire. Donc, à 16h, je vais prendre connaissance du rétro-planning technique. On va y revenir, parce que j'ai besoin... À un moment, il faut que les gens puissent... Alexandre Jardin. Le retour au peuple, il est fondamental. Je vais vous demander une définition précise du mouvement des gueux. On va d'abord procéder par étapes. On disait populisme. Est-ce que le populisme, aujourd'hui, n'est pas l'expression du suffrage universel, tout simplement? Ils se confondent tous les deux. La majorité du peuple français, adopte, rejoint des sentiments, des opinions, des revendications, des souffrances qui sont assimilées du populisme. C'est aujourd'hui les sentiments du peuple par le haut. Parce que dans la réalité, les gens font ce qu'ils peuvent dans des situations extrêmement tendues face à des systèmes complètement fous. Sur Sud Radio, la chaîne m'avait aidé, par exemple, à défendre le maire de mon village qui avait un problème. On lui interdisait de faire venir des chèvres pour nettoyer la garrigue. Quel village, rappelez-le? Non, je veux pas dire. Ok, vous voulez pas. Pour être tranquille. D'accord. Pour moi, c'est un compliment de le citer. Mais enfin, je comprends. Oui, je comprends qu'il peut y avoir des effets secondaires. C'est dans l'autre. Mais cet homme était en face d'administration qui lui interdisait de faire venir des chèvres pour nettoyer la garrigue. Il y a un risque de feu. Et l'intervention de Sud Radio a parvenu à déclencher un mouvement de presse, des émissions de télé, et finalement la préfecture, l'ONF ont plié, et on a pu faire venir les chèvres. C'est une des raisons majeures pour lesquelles mon village n'a pas brûlé. Si on fait l'inventaire des aberrations de ce genre sur le territoire français, administratif ou territorial, c'est monstrueux. Donc ça, c'est le réel. C'est effectivement ce que vivent les gens. Et si vous rappelez qu'il y a 22%, 36% des Français qui n'arrivent pas en ce moment à payer leur facture énergétique, c'est pas du populisme. C'est que on a une structure des revenus, des salaires nets qui ne permettent pas de vivre décemment. Et l'Europe envisage de réglementer les découverts. Il n'est plus question que ça soit automatique. C'est quand même extraordinaire. Mais c'est des dingues. Alexandre, vous avez procédé par étapes. Parce que votre écriture, votre littérature est toujours liée à ce qui se passe, à votre engagement. Il y a des romans qui racontent votre vision du monde, vos espoirs, vos désespoirs, vos souvenirs. Vous êtes un romancier et un écrivain, reconnu, avéré, avec des scores de vente à rendre jaloux Marcel Proust ou Romain Gary. Vous avez procédé sur l'engagement politique avec 3 étapes. Laissez-nous faire, premier titre, ça annonce la couleur. Révoltons-nous. On passe au stade suivant et on met les pieds dans le plat avec les gueux. Et vous choisissez les gueux, on est bien d'accord, ce sont ces paysans du Moyen-Âge qui étaient déconsidérés. En général, les gueux provoquent des jacqueries, si ma mémoire est bonne. Et n'oublions pas que le nom que la monarchie donne à la République, c'est la gueuse. Et les gueux et la gueuse. Pourquoi avoir choisi le terme gueux très précisément, qui sont des paysans révoltés? Parce que je ne l'ai pas choisi. C'est imposé. Il s'est imposé. Le 31 décembre dernier, j'ai fait un post pour dénoncer le fait qu'un tiers de la nation allait être viré des villes avec l'instauration des ZFE, puisque ce tiers ne pouvait pas changer, n'avait pas les moyens de changer de voiture. Et à la fin, j'ai terminé ce post par une boutade en disant « Mais on s'en fout, c'est des gueux ». Et le lendemain, il y avait plus de 500 000 personnes qui étaient venues voir le post, et le hashtag gueux était né. Mais qu'est-ce que ça signifiait? Avec tous les sens que vous venez de rappeler, c'est que le peuple se reconnaissait dans un mot de mépris. Or, c'est toute la crise politique actuelle. Nous devons sortir de la culture du mépris. Pourquoi j'ai poussé une gueulante sur RMC l'autre jour? Parce que je n'accepte pas qu'on entre dans des débats avec du mépris. C'est ce qui est de plus laid. Vous vous souvenez, Alexandre, au lendemain du traité constitutionnel, du référendum du 25 mai 2005, les éditorialistes de la presse dite de gauche, qui traitaient les électeurs du non, de quoi? D'ignards, d'incompétents, de xénophobes. Ils les traitaient de gueux, en fait. Vous n'êtes pas compétent. Vous êtes prononcé sur un dossier dont vous n'avez pas de connaissance, vous n'êtes pas compétent. Vous êtes des cons. Voilà, vous devez réserver ça aux sachants qui savent, et vous avez qu'à faire ce qu'on vous dit de faire, l'endroit où vous dit de faire. Et c'est tout ça qui n'est plus toléré. Sujet après sujet. Parce qu'en réalité, c'est toujours
c'est toujours le même thème qui revient. Lorsque tout à coup l'Europe vient avec une nouvelle législation pour compliquer la question des... Prendre un peu plus de pouvoir. Prendre un peu plus de pouvoir sur le peuple. Bancaires. La vraie vérité, c'est que la seule mesure respectueuse, c'est de limiter le taux que pratiquent les banques. C'est tout. Voilà. C'est tout. Tout le reste, c'est un truc de mépris qui se foutent complètement du fait qu'il y a 22% des gens qui nous écoutent, qui sont dans le rouge à partir du 15 du mois, et pour qui c'est vital, parce que c'est des parents, ils doivent payer la cantine, ils doivent... Et on leur prend du fric quand même. Mais évidemment qu'on leur prend du fric. Et c'est pas gratuit, hein. Non. Et ça veut dire que le mépris, pour moi, le mépris le plus dingue de nos systèmes bureaucratiques, c'est même pas de cracher à la gueule de l'autre, c'est de pas le voir. De même pas le considérer. Il n'existe pas. Il n'existe pas. On l'a effacé. C'est de l'indifférence. Et c'est comme ça que le mouvement des gueux a pris cette force. Parce qu'à un moment donné, on a dit stop, absolument stop sur les ZFE. Et c'est loin encore d'être gagné, parce que pour l'instant, il y a un scandale de fou. On est arrivé à faire voter ça à l'Assemblée, et pour l'instant, nous n'obtenons pas la date de la commission paritaire avec le Sénat. Pour l'instant, on ne l'obtient pas. Ça veut dire que le système bureaucratique est en train d'essayer d'étouffer le truc. Alexandre, on va continuer cette conversation. Mais ça, c'est du mépris. On appelle les gueux qui écoutent Sud Radio à nous appeler au 0826 300 300 et à venir... à ne jamais tolérer le mépris. Voilà, et à venir nous faire une jacquerie radiophonique pour discuter avec Alexandre. Voilà, la libération de la France commence un petit peu aujourd'hui. J'ai l'impression avec votre très saine colère, Alexandre. À tout de suite. Joyeuse. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Alexandre Jardin, qui a non seulement écrit un essai sur les gueux, mais qui en même a suscité ce mouvement qui aujourd'hui va devenir une composante. Ça avance, j'allais dire progressivement, mais on sent que c'est en train de prendre corps et que beaucoup de gens, quand ils comprennent votre démarche et que le contenu de cette revendication, se reconnaissent dans ce mouvement des gueux. Je les remercie d'adhérer sur le site lesgueux.fr, parce que leur cotisation, elle sert à quoi ? Là, en ce moment, c'est avec cet argent qu'on finance les outils de démocratie directe, dont le peuple va pouvoir se servir sans demander l'autorisation de personne, parce qu'on va faire ça avec des blockchains, c'était infalsifiable, hors de portée d'un État. À un moment, il faut que le peuple puisse dire ce qu'il veut dire de manière décente. Et au moment où il a envie de le dire. Oui, et qu'on refasse des grandes majorités. Parce que la lutte contre les ZFE, on avait rejoint 78% de soutien populaire. 8 Français sur 10. Or, notre objectif, ça va être de faire des grandes votations qui refassent de l'unité dans ce pays fragmenté. Oublions pas que la ZFE touche une thématique qui est le transport, l'énergie, qui a engendré les gilets jaunes. Donc on sait que sur ce genre de thématique, le peuple français peut se mobiliser et se fâcher. Donc, se fâcher lourd, parce que si vous empêchez les gens de travailler... Parce que c'est ça. Hein. Et surtout les pauvres. Oui. Si vous les empêchez de travailler parce qu'ils n'ont pas les moyens de changer... je pense à des infirmières des hôpitaux de Rennes qui vivent, parce que les loyers sont trop élevés en ville, qui vivent à l'extérieur. Elles vont travailler comment ? C'est extrêmement concret. Pire, les personnes âgées. Quand vous avez un certain âge, allez dans un garage Renault, Peugeot ou autre et demandez un crédit automobile. Vous croyez qu'à 80 ans, on vous donne un crédit sur 10 ans ? Ah, ça risque pas. Tout est bloqué, en fait. fait. Donc, les vieux, terminés, virés. Les jeunes, vous croyez qu'ils ont les moyens de s'endetter ? Non, donc les jeunes, virés. Et s'ils sont à 15 ou 20 km de leur boulot, virés. Et pourquoi les motards se sont battus avec nous ? Parce qu'il y a des pelletés de jeunes qui travaillent 2-3 étés pour se payer une moto pour démarrer leur vie professionnelle. Bien sûr. Leur formation. C'est un outil de travail. Ben oui. Et là, virés. On leur impose le contrôle technique. Donc, le risque, je vais être très franc, je pense que soit ils vont asphyxier ce que la technocratie de Matignon est en train de faire, en repoussant la commission paritaire. Matignon au sens large, quelle que soit la couleur politique, on est d'accord. Oui, mais je parle de technocratie. Oui. C'est très stable. Les énarques, on va dire les énarques. C'est très stable. Oui, finalement, c'est assez cohérent, assez homogène. Soit ils vont essayer, là c'est la stratégie actuelle, soit on arrive à force de boucan et de hurler partout à obtenir ça, et il y a un deuxième risque, c'est le Conseil constitutionnel. Il peut y avoir un effet de deuxième lame. Et là, ils sont tellement déconnectés
qui peuvent foutre le feu au pays. Surtout qu'ils disposent, depuis que le Conseil constitutionnel en 71 s'est octroyé la possibilité d'invoquer la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 89 dans la Constitution, ça veut dire qu'ils ont aujourd'hui une latitude pour pouvoir décider de tout sur tout. Qui est complètement dingue. Donc, nous ne sommes pas à l'abri. On va se battre là avec le mouvement des gueux pour absolument ça. Et puis, l'autre truc qui nous obsède, c'est la facture d'énergie. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent, je rappelle, 36% des Français n'arrivent pas, c'est un tiers, plus du tiers, n'arrivent pas à payer ces factures-là. La boucle. Et donc, si ce décret repart dans un cycle de hausse, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Que la moitié de la France grelotte? Je pense pas que les pouvoirs publics, que la classe politique prennent ce risque. Mais comme vous dites, on n'est pas à l'abri d'une... En tout cas, ils peuvent signer parce que tous les lobbies de la Terre qui en croûtent, parce qu'en réalité, ça correspond à une privatisation rampante. On avait un outil public génial, qui était EDF, qui fabriquait de l'électricité nucléaire et hydraulique peu chère, décarbonée. Et tout à coup, il y a eu tellement de ruses pour satisfaire Bruxelles, avec les Allemands derrière, qui veulent pas qu'on ait une électricité bon marché, des intérêts privés, le tout béni par les cinglés qui veulent une décroissance, c'est-à-dire la pauvreté. Hein. À un moment, ça veut dire... Oui. La pauvreté des gens. Qui consomment quand même un petit peu, voilà. Oui. Or, aujourd'hui, les gens qui nous écoutent savent que la facture, même quand ils baissent leur thermostat, elle continue à monter. Oui. Parce que la partie taxe continue à monter. Si cette PPE3... donc, ce sujet de l'énergie, ça fera partie des questions référendaires qu'on soulèvera. Est-ce qu'on veut... Je ne vais pas vous dévoiler déjà comment la question sera posée, mais qu'on revienne à un système normal. C'est-à-dire, un système normal, on devrait payer objectivement, on travaille en ce moment avec Proglio, avec André Merlin, ancien patron d'EDF, ancien patron de RTE, on devrait la payer 25% moins cher. Et oui. Donc, est-ce que les Français veulent ça? Donc, les gens qui m'écoutent, pour l'instant, on est tous impuissants. Donc, il faut qu'on objective ce qu'on pense tous par des outils. Ça s'appelle la démocratie. Alors justement, Alexandre Jardin, vous divisez la société française, on a 1000 façons de pouvoir la diviser, et dans l'histoire, il y a des catégories qui ont été inventées par des hommes politiques, par des penseurs. Vous avez une césure très nette. Elle fait penser à la définition de Mirabeau et du tiers-état. Qu'est-ce que le tiers-état? Tout. Qu'est-ce qui représente rien? Qu'est-ce qui veut dire quelque chose? Vous faites une différence entre les 10 œufs et les faiseux. Et vous êtes en train d'expliquer aujourd'hui que la République française, elle est gouvernée par une poignée de 10 œufs, enfin une grosse poignée de 10 œufs, voilà, et qui imposent leur volonté aux faiseux, à ceux qui tous les jours produisent, font, agissent, et que vous ne trouvez pas ça normal. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. À la limite, imaginons que ça ait fonctionné. C'est qui les 10 œufs? C'est la classe politique? C'est une élite? C'est les sachants? C'est ça? C'est ce qu'on voit tous les soirs lorsqu'on écoute la radio ou qu'on regarde la télé. Ils sont médiatisés. Oui, ils sont médiatisés. On voit les 10 œufs. Les gens sont terrifiés, quoi. Ils sont absolument terrifiés. Et puis, ce phénomène de technocratie. À partir du moment où vous êtes dans un système où l'essentiel de la décision est piloté par une technocratie européenne ou française, c'est à peu près les mêmes. Technocratie, bureaucratie, où on peut lier un peu les deux? Oui, technocrate, bureaucrate. Vous savez qu'à ce moment-là, il faut revenir à une révolution paisible, très tranquille, mais démocratique. Il faut rendre les clés à un moment, rendre les clés du camion. Vous appelez pas à l'insurrection? Vous êtes pas sur la ligne de certains insoumis qui disent qu'il faut révolutionner tout péter? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que la dernière fois, les gens se sont fait éborgner. Les gilets jaunes? Oui. Donc, est-ce qu'on veut ça? Non. Non, j'ai pas envie d'envoyer les gens prendre des coups. Je préfère organiser. C'est pour ça qu'on finance des outils d'expression démocratique. Parce qu'il va bien falloir canaliser tout ça, l'exprimer massivement. Donc le but, ce n'est pas de descendre dans la rue. On est bien d'accord. Le but, ce n'est pas de descendre dans la rue. Ou de descendre, mais civilement. Démocratiques. Après, le peuple est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais moi, je ne veux pas prendre la responsabilité de faire éborgner des gens. Ouais. Donc, je préfère structurer et objectiver par des référendums.
Et puis, le 11 novembre, par exemple, on va faire une action devant le parvis de la gare Montparnasse, toute la matinée à l'heure du déjeuner, avec les pêcheurs et les agriculteurs, sur le pouvoir d'achat. Parce que votre pouvoir d'achat est complètement déréglé. On parlera du réel. Alexandre, nous avons... C'est peut-être un gueux qui nous appelle de Marseille. Il s'appelle Robert. Bonjour, Robert. Bonjour. Bonjour. Robert, est-ce que vous êtes un gueux? Un demi-gueux. Je me considère comme un gueux, malgré que je n'ai pas de problème de fin de mois. Oui. Mais je comprends énormément les gueux. Ce qui s'est passé chez nous à Marseille, c'est qu'au mois d'août, en pleine canicule, le maire de Marseille a décrété la ZFE, avec contravention à l'appui. Ah oui. Alors que nous avons des bateaux de croisière qui polluent Marseille et la région, et ça représente 1 million de véhicules. À une autre échelle qu'une voiture. Oui, exactement. Voilà. Et là, on ne fait rien. Alors, on s'attaque aux gueux, comme on dit. Je suis d'accord que nous sommes presque tous des gueux maintenant. Et voilà, ça n'avance pas. Donc vous n'avez pas le droit de prendre votre voiture pour aller tout simplement travailler ou faire vos courses ou voir votre famille. Là, vous êtes taxé. Par contre, les milliardaires peuvent prendre leur yacht, faire le tour du Frioul, revenir vers les Calanques, et là, il n'y a pas de problème. Tesla, ça passe. Et nous avons d'ailleurs un quartier qui s'appelle l'Estac à Marseille. Eh oui. Qui sont complètement pollués. D'ailleurs, il y a des effets dramatiques parce qu'ils ont des cancers. Il y a des effets sur la santé, c'est évident. Ah oui. Alors, tout le monde... Alexandre Jardin vous répond, Robert. Alexandre Jardin vous répond. Alors, dans la réalité, tout le monde est écolo. Personne n'a envie de respirer de la mer. Mais ce que dit monsieur, c'est quoi? Il dit qu'on ne peut pas procéder par ségrégation. Si on ne règle pas nos problèmes en respectant l'égalité républicaine, c'est-à-dire sans exclure personne. Or, monsieur vient de dire qu'il y a eu ségrégation. Qu'il y a eu discrimination sociale. Mais bordel, la République n'a jamais été... Donc tout le monde a envie de dépolluer le pays, tout le monde. Tout le monde préfère des solutions décarbonées. Pourquoi on est contre la PPE3? C'est parce qu'on ne veut plus de cette augmentation du prix de l'électricité qui empêche l'électrification des usages. C'est-à-dire que cette soi-disant écologie, elle empêche l'écologie. Parce que si on veut se chauffer au chauffage électrique plutôt qu'au mazout... C'est le paradoxe. Pour dépolluer, il faut que ce soit moins cher. En fait, c'est la ZFE qui est anticonstitutionnelle. Si on prend la lettre, l'esprit de la Constitution et notre thème liberté, égalité, fraternité, la ZFE est la négation de ce principe. Mais c'est la négation de la République. Tout à coup, il y a ce que dit monsieur qui a eu lieu à Marseille, c'est la négation de la République. On a fait une révolution en 1789 à un moment pour que le territoire communal appartienne à tout le monde. Ça ne veut pas dire que l'on nie la réalité, qu'il y a un risque environnemental, qu'il y a des mesures à prendre courageuses, effectivement, mais pas de cette façon. Mais évidemment. Mais pas en chassant... Merde, on va pas purifier l'air des riches en virant les pauvres. Le truc n'est pas possible. Le truc n'est moralement pas possible. Ça existe, la morale. Bon, on continue d'en parler dans un petit instant. N'hésitez pas à nous appeler, à réagir, à poser vos questions à Alexandre Jardin. 0826 300 300. On est sur Sud Radio et on est ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. La France dans tous ses états. Nous sommes avec Jean Jardin. On est en train de décrypter... Alexandre Jardin. Parce que j'ai dit Jean Jardin. On va en parler. Parce qu'ils sont très nombreux. Chez les Jardins, il y a Alexandre, il y a eu Pascal, il y a eu Jean. On est avec Alexandre Jardin. On est en train de décrypter la colère du peuple français, comment la canaliser, comment la rendre acceptable. Et on la rend acceptable comment? En écoutant le peuple, par son expression, par le suffrage universel. Finalement, la classe politique, en la mesurant. Finalement, aujourd'hui, notre système politique, la Ve République, avec cet échelon, l'élection du président de la République au suffrage universel, des strates et des structures qui sont très ébranlées par la dissolution. On va dire, c'est le seul avantage de la dissolution, c'est qu'on a montré la fragilité de ce système qui est en train de s'effondrer. La souveraineté populaire doit rester, Alexandre Jardin, la façon dont le peuple décide, dont il doit être gouverné et par qui il doit être gouverné. C'est la seule issue. C'est la seule issue. Contre les bureaucraties, il faut plus de démocratie. Et il faut adjoindre à la démocratie représentative qui doit faire le boulot courant, il faut adjoindre de la démocratie directe. Sinon, on ne s'en sortira jamais.
Ça existe dans certains pays. Les votations suisses, ce n'est que ça. Mais c'est que... mais là la Suisse, c'est pas une dictature, je pense, parce qu'on dit la Suisse, c'est pas un exemple. Si, la Suisse est un exemple de démocratie très avancée, où le peuple est consulté en permanence et décide de tout. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Donc, pourquoi on va lancer ce processus pour faire rentrer la France dans la culture référendaire? Pourquoi on fait ça? Parce que je ne veux pas qu'en 2027, quelle que soit la personne qui sera élue, je ne veux pas que le peuple lui laisse un chèque en blanc. Je ne veux pas que vous soyez tous virés le soir de l'élection. Confisqué, on confisque. Parce que sinon, vous êtes viré pendant 5 ans. Donc, je veux que vous restiez dignes. Qu'on reste un peuple digne. Quel peut être le protocole institutionnel, alors à ce moment-là, en parlant plus concrètement? Ça peut être quel type je vais vous dire comment ça marche, par exemple, en Suisse. Pour avoir une consultation fédérale, il faut 100 000 signatures. Il y a moins de monde, évidemment, en Suisse. Donc, en France, il en faudrait, je sais pas, 500, 700 000, 800 000, entre 500 et 800 000. Et à ce moment-là, ça passe à la votation. Alors, les Suisses le font de manière trimestrielle. C'est comme un QCM. Vous avez plusieurs questions. Et ils se positionnent parfois sur des trucs très petits ou des choses absolument fondamentales. Résultat, ils vont chercher des consensus. Au lieu de se fracturer comme nous. Parce que si vous arrivez avec un discours extrémiste de fou furieux, ben vous faites 20%, oui. 15, 5. Si tout à coup vous parlez au cœur profond de votre peuple, ben vous allez vers les 70, les 80. Donc, en gros, si vous écoutez les autres, ben vous gagnez. Et puis, il ne s'agit pas que la démocratie directe règle tout. Je veux dire, en Suisse, vous avez 93% des lois fédérales qui sont votées par le Parlement fédéral. Mais vous avez ce correctif qui fait que vous n'êtes pas obligé d'occuper des ronds-points et de foutre le bordel avec des tracteurs si on vous assassine. Depuis quelque temps, le débat politique français, on peut le qualifier de violent, de crispé. La dialectique, c'est le dénigrement, l'opprobre. On dénonce. L'autre est un salaud. Celui qui ne pense pas comme moi est un salaud. Alors, vous allez me dire, ça vient déjà des guerres de religion, ou dans une même religion. C'est la guerre civile la plus épouvantable qu'on a eue en Europe occidentale sur les guerres de religion au XVIe siècle, au nom de l'Évangile, tout ça. C'est ça qui est paradoxal. Aujourd'hui encore, et on le voit dans les débats à l'Assemblée nationale, ou dans les confrontations, vous dites bien Alexandre Jardin, on peut discuter. Voilà. Aujourd'hui, on est dans l'insulte. Pourquoi on en est arrivé là? Quand vous avez un système où vous n'avez plus aucun lien entre votre bulletin de vote et l'action réelle, parce que c'est ça qui se passe, puisque nous ne contrôlons absolument pas les instructions venues de Bruxelles qui sont transposées chez nous. Le contrat n'est pas rempli. Le contrat n'est pas rempli. Le contrat démocratique. Et quand vous avez un appareil public qui échoue dans quasiment tout, c'est-à-dire que notre outil militaire est insuffisant, notre échec éducatif est épouvantable, socialement et insupportable, notre échec de l'intégration est désespérant pour la noblesse de notre pays. Tout ce qui était grand a foiré. Oui, l'hôpital, l'école, l'intégration, tout est en train de se déliter. Parce que vous avez un système qui en lui-même n'est plus opérant. En gros, dans les questions référendaires que l'on posera, ça sera aussi le coût des structures. En gros, les structures de l'État bouffent 30% de la dépense de l'État. C'est complètement dément. Lorsque Borloo va pousser des hurlements partout en disant que c'est le bordel, je veux dire, en France, vous avez dans un village, vous avez une structure pour le tourisme, vous l'avez à l'agglo, vous l'avez au département, vous l'avez à la région et vous l'avez à l'État, vous le payez. Bien sûr. Alexandre Jardin. Et ça n'a pas de sens. Pour construire une piscine, il faut 5-6 ans, 10 ans, parce qu'il faut des financements croisés. Donc, il va bien falloir qu'on revienne à une structure, un responsable, une action. Un interlocuteur. Pas 18. Et des gens qui peuvent rendre compte, qui rendent compte. Comme un maire rend compte à sa population, les autres élus de la République ne sont confus. Et ça, selon les évaluations, c'est entre 130 et 190 milliards d'économies.
Alexandre Jardin, le but de votre mouvement, on est d'accord, c'est d'imposer d'une certaine manière des référendums au gouvernement. Vous faites comment pour imposer un référendum légalement, en fait? Parce que vous avez sans doute vu la pétition, par exemple, la demande de référendum proposée par Philippe de Villiers, qui a dépassé les 1 million de signatures. Les 2 millions de signatures, ça n'a débouché sur rien parce que la proposition n'avait pas été déposée sur une plateforme qui appartient à l'Assemblée nationale. C'est plus fondamental. C'est que lorsque vous prenez un sujet, vous faites le plein sur votre sujet. Oui. Or, nous lancerons des référendums sur 5, 6 ou 7 questions. Oui, mais vous les lancez comment, les référendums? C'est parce que là, c'est des référendums... On va lancer des campagnes. Oui. Chaque groupe qui sera derrière sa question représentera des segments de la population différents, de couleurs, de sensibilités différentes. C'est-à-dire la nation. Donc il faut jouer le jeu. Nous sommes différents. Et tout ça va s'additionner. Et c'est en s'additionnant qu'on va créer un mouvement national. Alors que si vous le faites sur un segment, vous faites le plein de votre segment. C'est segmenté. Et ça sert à rien. Alexandre, nous avons Dominique qui nous appelle de Rochefort. Dominique, est-ce que vous avez envie de participer à un des référendums qu'Alexandre Jardin propose à notre pays? Oui, bonjour Federico et bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir. Et puis j'avais plusieurs questions, mais je vais vous répondre d'abord à la vôtre. Alors, je suis ancien gilet jaune. Avec ma femme, on a adhéré au mouvement des gueux. Oui. Et effectivement, oui, bien sûr, participer à un référendum, c'est la première mesure démocratique la plus importante qui soit. C'est évident. Je voulais poser une question très pratique par rapport à Alexandre. J'ai essayé d'ouvrir un compte avec ma femme sur le site des gueux. Oui. Et c'est compliqué, j'ai pas réussi. Alors, on est en train de le simplifier. Sur Sud Radio. Vous avez raison. On est en train de le simplifier. Pour l'instant, il y a 3 boutons. Si les gens cotisent à 5 € ou plus, ça manque de clarté. On va le simplifier, mais ça fonctionne. Obstinez-vous. Sinon, on va l'améliorer. Et dans les semaines, je pense, dans les 10-15 jours à venir, il y aura une intelligence artificielle qui utilisera ma voix pour vous guider. Ouais. Ah, mais dis donc, on va pas on est vous cloner moderne. quand même, j'espère. Non, pour l'instant, c'est clair. Mon Dieu, à quoi on s'expose? Donc, monsieur, il y aura une intelligence artificielle qui vous guidera avec ma voix. Il faut encore 10-15 jours. On est en train de simplifier ça. Donc, les milliers de gens qui sont parvenus, parce qu'on est quand même là... Oui, Dominique ne doit pas être le seul. Je pense que s'il pose la question, c'est que d'autres personnes... Oui, c'est bien qu'on reste à l'antenne pour interagir parce que j'ai une autre question à... Oui, Dominique, on vous écoute. Par rapport aux gueux. C'est-à-dire que comment on peut faire pour relayer et aussi mener des actions, pas qu'à Paris, parce que je suis très loin, ou avec un groupe de gueux local, qu'on puisse mener des actions similaires dans notre région? Alors, sur le site des gueux, vous pouvez vous créer un profil avec une vidéo qui vous connecte avec les gens du mouvement par territoire. C'est très important, parce que on n'a pas à gérer ça à Paris. Pour mener quel type d'action? Alors, les actions, elles vont être de plus en plus importantes, plus on va rentrer dans les phases référendaires. Et là, les gens du mouvement des gueux vont être consultés, vont participer à ça. Et au lancement, chacun sera très actif. Quand vous aurez, à cette date, on sera à peu près 10 000. Quand on sera à peu près 10 000 qui auront une action locale... Une action locale, ça peut être quoi? C'est de l'affichage, c'est de l'affichage sur les réseaux, c'est du boitage. En fait, on est tous co-responsables de notre pays. Tout le monde met la main à la pâte, quelque part. C'est collectif. C'est collectif. Chacun des gens qui vont nous écouter. Et si on arrive à aligner entre 5 et 7 très grandes équipes derrière chaque question, garantissant l'effectivité des propositions techniques, et qu'on y va, on va faire l'histoire. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. C'est la France. Comme disait Danton. La France a toujours été faite comme ça. Dominique, vous nous appelez d'où? Parce qu'il y a beaucoup de Rochefort en France. Vous êtes où, monsieur? Federico, juste une dernière question. Oui. Est-ce qu'on peut mettre un jour à l'ordre du jour le gros problème de l'identité numérique et de l'euro numérique qui risque de nous transformer en esclaves de la... Bien sûr, bien sûr. Sujet très lourd. On trouvera le spécialiste engagé et peut-être qu'Alexandre Jardin aura son mot à dire aussi. Alors, vous ne croyez pas si bien dire parce que le maître d'œuvre de l'application référendaire est un Suisse qui lui-même, dans son canton en Suisse, est arrivé par voie référendaire à faire appliquer le refus de l'identité numérique à Neuchâtel. Parce que
les conséquences, alors on ne va pas ouvrir ce débat, mais c'est énorme. Il viendra ce débat, il viendra forcément. C'est énorme. Nous devons rester propriétaires de nos vies, de notre santé, de nos... on ne doit pas devenir une colonie américaine, en gros. Et qui dit numérique, dit numéro, on devient des numéros. En tout cas, on est en train de mettre en place un système où nous ne serons plus. Qui ne sont pas contrôlés par notre pays. Oui, mais qui sont rétribuables et qui sont consommables et qui est... Voilà, c'est clair. Alexandre Jardin... Bien sûr, monsieur, vous avez évidemment raison. Alexandre Jardin, on se retrouve, on a un appel de Thierry, on le prend dans quelques instants, à tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Alexandre Jardin, qui n'est pas le chef des gueux, mais qui est le porte-parole de cette détresse, cette souffrance française qu'il va organiser autour des gueux. C'est bien d'avoir un terme historique pour représenter une partie du peuple français. Et drôle. Et on sent... Parce qu'il y a aussi de l'humour là-dedans. Et on sent d'instinct que c'est déjà un parti relativement majoritaire. Mais on va être prudent là-dessus. Nous sommes en ligne avec Thierry, qui nous appelle de Vézénobre, dans la Provence-Atlantique. Thierry, je vous pose la même question. Est-ce que vous faites partie des gueux ? Alors moi, je fais plus partie des gueux peut-être que les autres, mais ça, c'est pas volontaire, simplement parce que c'est mon nom. Ah oh, alors ça. Il y avait Claude Gueux, grand roman de Victor Hugo, extraordinaire roman. Et là, on a Thierry Gueux qui nous appelle de Vézénobre. Vous avez une question à poser à Alexandre Jardin. J'ai plus que des questions. D'abord, je suis un gilet jaune depuis le début. J'ai fait beaucoup de manifestations. Je me suis beaucoup déplacé. J'ai lutté contre le système de Covid qu'on nous avait imposé en quelque sorte. Je constate aujourd'hui la PPE 3 de EDF avec une facture qui est passée de 118 à 140 uniquement grâce à la TVA. Eh ben oui. J'en suis ravi, franchement. Alors, je n'ai pas trop à me plaindre, je suis comme le précédent auditeur. Comme Dominique. Pas trop à me plaindre. Ouais, Dominique, j'ai ce qu'il faut pour vivre, j'ai pas une grosse retraite, mais ça va, ça me convient. Mais je pense à tous les gens qui rament, et il y en a de plus en plus. Et on constate même, ne serait-ce que de chercher un logement aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, moi, je pose une question. On n'a toujours pas voté ce vote blanc. Quand est-ce qu'un jour ce vote blanc apparaîtra ? C'est un des éléments, effectivement, du débat démocratique. Référendum et vote blanc. Monsieur, il est évident que les partis jamais n'acceptent. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Donc, si on doit l'imposer, on le fera par référendum. C'est-à-dire que, vous voyez, typiquement, il y a plein de choses dont les partis ne veulent pas. Ça, ils n'en veulent pas. Si le peuple veut, ça sera par voie référendaire. Or, c'est bien la moindre des choses. Si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, que vous puissiez le dire au moment de l'élection. C'est pas indigne. Absolument. C'est respectueux. Mais vous avez un système partisan qui, évidemment, ne voudra jamais. C'est quand même un vote citoyen. Oui, voilà. Évidemment que c'est un vote. C'est quelqu'un qui se déplace pour dire quelque chose. C'est le vote que je ne suis pas parvenu à exprimer depuis plus de 20 ans. Où je me suis déplacé en déchirant mon bulletin de vote parce que je n'y croyais pas et je ne pouvais pas le dire. Donc, monsieur, je suis extrêmement sensible à ça. Et c'est une manière aussi de communiquer avec la classe politique, de voter blanc, de dire qu'on ne se retrouve pas. Mais il faut être combien ? 4 500 000 pour avoir une possibilité, c'est-à-dire 10% des électeurs, pour avoir une possibilité d'avoir un vrai référendum, normalement. Alors, c'est pire que ça. Quand vous avez ces 4 millions, ça veut dire que le Parlement est saisi. Ça ne veut pas dire que vous pouvez déclencher votre référendum. En fait, le référendum en France est une farce. Les textes ont prévu tout ce qu'il fallait pour que ça ne marche pas. Pour qu'on ne puisse pas s'exprimer directement. Ça passe par des étapes quasiment insurmontables. C'est insurmontable. Donc, on va le faire hors institution, par des référendums libres, en utilisant une technologie qui n'existait pas avant, qui fiabilise les résultats, qui s'appelle la blockchain. À échelle communale. Communale, régionale ou nationale. Donc territoriale, d'accord. On va commencer par le national. Ensuite, il y aura un dérivé de cette application que les mairies pourront utiliser. Et puis, on le mettra à disposition des autres peuples. Bien sûr, le pouvoir vous dira que c'est illégal, vous avez le droit de le faire, mais que ça n'a aucune représentativité, je pense. On leur laissera à un moment la légalité et nous aurons la légitimité.
La nuance est énorme entre l'égalité et la légitimité. Mais à un moment, moi, ce que j'ai appris dans le combat contre les ZFE, c'est que quand vous avez 80% d'un peuple sur une mesure, bizarrement, ça passe à l'Assemblée. Oui. Donc, il y a un seuil d'inquiétude où ils écoutent. Lorsqu'on va lancer ces référendums libres, on va essayer de trouver des formulations à la Suisse pour essayer de faire des grandes majorités qui vont s'imposer. Parce que le système politique ne peut pas tout le temps dire non à 80% d'un peuple. Il peut ponctuellement, mais il ne peut pas massivement. Thierry, vous aviez une autre question. Mais je suis d'accord avec vous sur le blanc. Tout à fait. Merci, ce Jardin, c'est bien expliqué. Là, oui, parce que tout à l'heure, vous parliez de l'identité numérique en Suisse, mais quand même, il faut savoir que ça a été 2 fois demandé en votation pour, comme un petit peu, on nous avait demandé, vous savez, en 2005, pour un certain Maastricht. Ils l'ont fait 2 fois quand même, pour être sûr que vraiment les gens, ils avaient bien voté. Eh bien, dans les questions référendaires auxquelles nous réfléchissons, il y aura très probablement, à un moment ou à un autre, la question fondamentale, en cas de conflit avec l'Union européenne, voulez-vous, oui ou non, que le droit français s'applique? Prime. La question est simple. C'est simple. Ça ne veut pas dire tout foutre en l'air sur le continent, puisqu'on ne va pas évaporer nos voisins. Ils sont là, ils existent. Mais quand on a un conflit, est-ce que votre bulletin de vote reste effectif ou est-ce que vous devenez un gueux? Est-ce que vous restez un citoyen? Donc ça fait partie des questions et je pense que le peuple s'exprimera lourdement. Parce que autant il y a des débats sur rester ou sortir de l'Europe, autant la primauté de notre bulletin de vote, c'est-à-dire de notre souveraineté individuelle, c'est-à-dire rester des citoyens, pas des gueux. La souveraineté populaire est le vrai sens de la vraie définition de la démocratie. Hors de souveraineté populaire, c'est pas une vraie démocratie. Et je pense, Alexandre, vous considérez aussi qu'aujourd'hui la démocratie française est un petit peu abîmée, un peu altérée par la façon dont elle fonctionne. Ben, elle fonctionne pas. C'est-à-dire que le lien entre ce que vous allez voter et ce qui se passe en vrai n'existe plus. N'existe plus. Il y a des espèces d'arrangements entre partis qui bidouillent et qui font leur cuisine à l'Assemblée de manière complètement déconnectée de ce que la nation demande. Espérons, Alexandre Jardin, que ce qui aujourd'hui nous tourmente le plus, nous inquiète le plus, c'est les abstentionnistes. C'est le parti majoritaire. Oui. Voilà, peut-être que le mouvement des gueux, peut-être que cette idée qu'on va revenir à un référendum où chaque voix pourra compter, pourra peser, être entendue, va peut-être ramener les abstentionnistes qui ne croient plus à rien. Par sujet. Et par sujet concret. Dans la réalité, votre facture d'électricité. Proche de leur réalité. Est-ce que vous voulez des choix collectifs qui aboutissent à moins 25% ou est-ce qu'on continue la tendance haussière? Et ça leur parle. Mais oui, parce que c'est concret. Ça touche au quotidien, oui. ça touche à leur réalité. C'est nos vies. De tous les jours. Alexandre Jardin, le mot jardin, les jardins, c'est aussi une saga dans l'histoire de France. 3 personnalités. Je disais Jean tout à l'heure par lapsus. Vous avez des surnoms dans votre famille. Votre grand-père Jean, c'est le nain jaune. Pascal, votre papa, c'est le Zubial. Le zèbre, c'est vous ou non? Alors, maintenant vous êtes plus zèbre, vous êtes gueux en plus maintenant. Vous êtes premier gueux. C'est une famille compliquée. Alors je rappelle, Jean Jardin, directeur de cabinet de Pierre Laval, donc à une période tourmentée, personnage controversé. Vous avez écrit dessus des gens très bien, bien sûr. Bien sûr, cette période de Vichy, il n'y avait pas que des salauds à Vichy. On le sait, personne ne remet en cause la collaboration du pétainisme, la collaboration avec l'Allemagne, cette période épouvantable. Des grands leaders de gauche, Marcel Déat, Jacques Doriot, qui étaient les chefs des collabos, Pierre Laval, qui avait été président du Conseil, qui avait été socialiste, et le président du Conseil de Vichy, du maréchal Pétain, et il a pour directeur de cabinet, un des directeurs de cabinet, votre grand-père Jean Jardin, dont on saura ensuite que, il a participé à un moment donné. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Oui, mais il va jouer le double jeu, et il va sortir, il va donner des visas, il va participer, il va aider des résistants, et il va prendre le premier les contacts avec les Américains. Malheureusement, il se conduit bien quand le vent tourne. Oui, donc vous estimez qu'au départ, il est sincèrement engagé dans le régime de Vichy.
Oui, mais tous ne l'ont pas fait. Et il y a un autre qui s'appelle Jean Dumoulin de la Barthette, qui est directeur du cabinet civil du maréchal Pétain, lui aussi. D'ailleurs, ils vont être évacués tous les deux. À un moment donné, on va demander leur départ. Votre grand-père sera inquiété par là. C'est l'une des plus grandes douleurs de ma vie. Vous y êtes pour rien, je vous signale. Oui, mais c'est quand même terrible. Parce que quand vous portez un nom qui à un moment est sali, c'est insoutenable. C'est-à-dire que c'est quand même insoutenable. Même s'il y a tous les bémols que vous pouvez mettre. Jean-Pierre Azéma convient, qui est un historien, que Jean Jardin, à un moment donné, il y a des choses dont on ne peut pas l'accuser et dont il n'a pas été responsable. Je ne suis pas d'accord avec Azéma. D'accord. Vous pensez quand vous êtes le directeur de cabinet du chef du gouvernement, vous êtes l'homme le plus informé de France. Donc il savait certaines choses. Vous êtes l'homme le plus informé de France. Vous avez accès à tout ce que nos services de renseignement savent à ce moment-là. La préfecture le rapport Sadowski qui atterrit début avril 42 à la préfecture de Paris, il y a accès. C'est très douloureux. Pourtant, c'est extrêmement douloureux mais ça n'empêche pas que la famille continue. Son fils Pascal, votre père, est un homme, un cinéaste, un homme d'art, un homme de culture, un bon vivant exceptionnel. Oui. Je veux dire, on ne vit pas avec l'erreur du grand-père. Et vous continuez dans cette ferveur, cet amour de la France. Ah ben, moi, je suis vraiment démocrate. J'allais dire cette forme de socialisme au sens littéral du terme, proche des gens, proche de la réalité, et vous continuez un combat. Militant associatif. Militant associatif, pour la démocratie, au nom de la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est quelque chose, on sent bien que ça vous anime, ça vous brûle à l'intérieur. Vous souffrez de la façon dont ces valeurs sont maltraitées et vous vous engagez personnellement, malgré votre carrière de romancier. Mais j'écris aussi. Je sais bien. Je sors un roman en janvier. J'ai adoré Française. J'ai adoré Française. J'ai adoré le roman vrai d'Alexandre. Et ma mère avait raison. Je rappelle que votre maman, Pascal, a eu deux épouses. Claudine Fayard, avec laquelle il a eu Nathalie, votre demi-frère Emmanuel, vous racontez, il s'est suicidé. Et votre maman s'appelle Stéphane Sauvage. Et donc, si vous étiez en Espagne, vous vous appelleriez Alexandre Jardin Sauvage. Il y a quand même une symbolique absolument sublime. Merci Alexandre Jardin d'avoir été là. Vous allez évidemment revenir parce que l'affaire des Et je rappelle, le 11 novembre, le matin, je serai devant la gare avec les agriculteurs devant la gare Montparnasse. Et les pêcheurs de la gare Montparnasse, le 11 novembre et à l'heure du déjeuner, où il y aura un marché pour vous rendre du pouvoir d'achat. Bon, je pense que vous savez que vous êtes entendu. Marché des gueux. Et je crois que vous avez déjà des élus de la République qui sont derrière vous pour que ce mouvement des gueux aboutisse. Beaucoup. Et remobilise le peuple français vers une reconstruction de la République à laquelle nous sommes profondément et foncièrement attachés. Merci Alexandre Jardin.